Je me souviens que lorsque la guerre a commencé, Michael McFaul a dit que c'était la guerre de Poutine. Et aujourd'hui, on ne peut pas. Il est évident ce qui se passe dans la société russe. Les gens veulent être encore plus, disons, fermes à propos de ce qui se passe en Ukraine, surtout face à l'Occident. On voit le président russe essayer de trouver une position intermédiaire. Il ne va pas aussi loin dans la confrontation avec l'OTAN et l'Occident collectif. Disons-le ainsi. Comment vois-tu cela, Larry? Qu'est-il arrivé à la société russe? Parce que tu te souviens, quand la guerre a commencé, les médias ont convaincu certains jeunes Russes de quitter la Russie, de ne pas rester pour se battre pour elle, parce que c'était la guerre de Poutine, une guerre d'agression. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, même parmi la partie la plus libérale de la société. Look, I've only been to Russia. Écoutez, je ne suis allé en Russie que 2 fois au cours des 2 dernières années. C'est déjà beaucoup. What do I know? Oui. You know? Alors vous savez, qu'est-ce que j'en sais? Ce que je n'ai pas observé, ce sont des manifestations contre la guerre. Je n'en ai pas entendu parler. Et j'ai rencontré des personnes très diverses. Je ne suis pas enfermé dans un seul groupe. En réalité, la question de la guerre n'est pas vraiment abordée, parce que ce n'est pas une guerre. C'est une opération militaire spéciale pour le moment. C'est ainsi que la société est organisée. Et cela signifie que le consommateur moyen, le Russe moyen, n'a pas à faire de sacrifices, comme renoncer à la nourriture ou utiliser des coupons pour acheter de l'essence. Si l'on repense à ce qui s'est passé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, personne ne pouvait acheter de voiture neuve. Nobody could buy a new car for like 3 or 4 years. No new cars. Pendant 3 ou 4 ans, aucune voiture neuve n'était disponible. Elles étaient limitées. On recevait des coupons de rationnement pour la quantité d'essence que l'on pouvait acheter. Il y avait des restrictions. On ne voit pas cela en Russie. Maintenant, vous avez raison. Certains segments de la société russe veulent que Poutine enlève vraiment les gants et écrase littéralement l'Ukraine. Et vous savez, on a parfois entendu cela de la part de personnes comme Medvedev, l'ancien président russe. Mais il n'y a pas cette montée, disons, de colère ou d'irritation où l'on dirait « bon, il faut aller plus vite », n'est-ce pas? Poutine s'appuie sur l'état-major pour le plan de guerre, pour la manière dont il mène la guerre. Et font-ils des erreurs? Oui, ils en ont fait. Je ne prétends pas du tout que l'armée russe soit parfaite. I'm not at all arguing that the Russian military is perfect, but they seem to be handling business pretty well. Mais, vous savez, ils semblent gérer les affaires plutôt bien et ils ont poursuivi leurs actions. Je n'ai pas eu accès à leurs plans, donc je dois supposer qu'ils savent ce qu'ils font et ce qu'ils cherchent à accomplir. Comme je l'ai déjà dit, l'un des facteurs limitant la performance de l'armée russe était que ce n'était pas une guerre, puisqu'ils ne se sont pas mobilisés sur un pied de guerre. Ils ont compté sur un processus plus lent pour augmenter le nombre réel d'hommes dans l'armée. Et à mesure que ce nombre a augmenté, leurs opérations et leurs activités se sont intensifiées. C'est pourquoi, cette année, nous voyons des avancées bien plus rapides qu'à n'importe quel moment au cours des 3 années précédentes. Et je pense que cela ne fera que continuer. Cela ne va pas diminuer. And I think that's only going to continue. It's not going to subside. Je pense que cela montre comment l'armée russe s'est transformée. Comment elle était, tu sais, plutôt une armée défensive. Ils étaient prêts à se défendre, mais ils n'étaient pas prêts à attaquer qui que ce soit, tu sais, à sortir de Russie et à affronter quelque chose comme l'OTAN. 700 000 soldats en Ukraine. Ils combattaient une force immense, vraiment immense. Mais comme tu l'as mentionné, cela montre comment ils ont été formés, comment ils se sont entraînés pendant la guerre en Ukraine. Et la Russie d'aujourd'hui, leur armée est totalement différente. Je ne sais pas si... Vas-y. Go ahead. I lost. Je t'ai perdu à ce moment-là. Tu parlais, toi, disparu. Voice disappeared. Yeah. Oui, vas-y. Il y a de la transformation armée russe. When
when the special military operation started in February 2020, Lorsque l'opération militaire spéciale a commencé en février 2022, les forces terrestres russes étaient estimées à environ 275 000 hommes au total, et ils n'en ont déployé qu'environ la moitié lors de l'incursion initiale en Ukraine. Ils disposaient alors de réserves, peut-être 800 000 ou 900 000, des réserves prêtes à être mobilisées. Mais en théorie, ils auraient pu en appeler 3 à 5 millions. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. En septembre 2022, ils ont mobilisé 320 000 hommes. Aujourd'hui, alors que nous approchons de la 4e année de cette guerre, leur armée compte environ 1,5 million d'hommes. Elle a donc presque été multipliée par 7 par rapport à sa taille d'il y a 4 ans. Or, recruter des hommes ne signifie pas simplement, comme le font les Ukrainiens, leur enfiler un uniforme et les envoyer immédiatement sur la ligne de front. Les Russes ont effectivement le luxe du temps pour former ces personnes. En fait, je viens de lire que l'un des problèmes qu'ils rencontrent actuellement, c'est qu'ils ont tellement de volontaires, tellement de gens qui veulent s'engager, qui n'ont pas assez de terrain d'entraînement disponible, pas assez de bases pour accueillir tous ces nouveaux recrues. Donc vous voyez, la Russie ne souffre pas. Elle ne subit pas de pertes en effectifs. Elle ne subit pas de pertes en termes de capacité de production d'armes. Elle ne subit pas de pertes liées à des pénuries d'énergie. En somme, tout ce qu'il faut pour mener et soutenir une guerre, la Russie l'a et l'Ukraine ne l'a pas. C'est en quelque sorte le problème fondamental. Si on y réfléchit, on se dit d'accord, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de main-d'œuvre, de gens prêts à se battre. La Russie en a, l'Ukraine non. Nous voyons vidéo après vidéo de recruteurs ukrainiens sortir, plaquer des gens au sol et les traîner dans des voitures. Il faut disposer d'une base industrielle capable de fournir ce dont on a besoin pour l'effort de guerre. La Russie l'a, et elle n'a même pas eu besoin de passer en économie de guerre. En d'autres termes, ce qui existe dans l'économie civile suffit encore à les approvisionner en armes, en munitions, en nouveaux véhicules, en nouveaux chars, en nouveaux avions, et ainsi de suite. La population doit être disposée à soutenir l'effort de guerre. C'est le cas en Russie. Il est plus incertain de savoir jusqu'où cela va en Ukraine. Certains rapports indiquent que des gens croient encore pouvoir gagner cette guerre. Ils sont donc victimes de leur propre propagande. La Russie possède tous les facteurs nécessaires pour soutenir l'effort de guerre. L'Ukraine, sans le soutien occidental, ne les a pas. C'est aussi simple que cela. Du côté de l'OTAN, qu'en as-tu pensé, Larry? Tous ces différents types d'armes envoyées en Ukraine, ça montre quelque chose, tu sais. Les armes ne sont pas intégrées dans le système qui a été révélé en Ukraine, d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est une source d'inquiétude pour l'OTAN. Eh bien, encore une fois, lorsque la Russie fabrique des armes, elles sont construites selon, disons, une stratégie de sécurité nationale. Ils ont réellement une véritable stratégie de sécurité nationale. L'ensemble du système militaro-industriel en Russie n'est pas un système capitaliste. Ce n'est pas un système où ces industries existent pour générer des profits pour les actionnaires. Ces industries existent pour s'assurer que la Russie dispose de ce dont elle a besoin pour repousser les attaques étrangères. C'est la philosophie qui la sous-tend. En revanche, en Occident, les différentes entreprises qui fabriquent des chars, des avions, des canons, des pièces d'artillerie et des obus, ce sont toutes des entreprises capitalistes. Elles sont détenues publiquement ou servent des actionnaires. Et ces actionnaires veulent des rendements. Ainsi, les armes qui finissent par être conçues, développées et déployées ne sont pas nécessairement celles qui servent une stratégie de sécurité nationale.
Et puis, en raison de la structure de l'OTAN, avec désormais 31 pays, l'industrie en Allemagne fonctionne d'une certaine manière, celle en France d'une autre. Et il en va de même pour le Royaume-Uni. Il n'y a donc pas de cohérence. Ce n'est pas comme s'ils produisaient tous selon une norme commune. Ils ont des normes différentes, des capacités différentes. Donc en somme, l'Europe n'est pas dans la situation où elle se trouvait, disons, si l'on remonte aux années 1930, lorsque Hitler arrive au pouvoir et commence à reconstruire l'armée allemande. À l'époque, l'Allemagne disposait d'usines inactives. At the time in Germany, they had idle factories. They had workers that were looking for a job. Ils avaient des travailleurs qui cherchaient du travail. Aujourd'hui, en Allemagne, ils ont un problème d'énergie. Ils ne peuvent pas, eh bien, vous savez, ils ne peuvent pas produire. Ils ferment des usines. Et beaucoup de ces usines partent à l'étranger. Donc, en ce moment, ils n'ont pas la capacité nécessaire pour produire à un niveau qui permettrait vraiment de renforcer l'armée de manière spectaculaire. Et vous savez, franchement, la Russie surveille cela aussi. La Russie ne va pas rester les bras croisés et permettre à ces pays de se réarmer à l'échelle de ce que l'Allemagne a fait dans les années 1930. Parce que les Russes sont légitimement inquiets du fait que l'Europe continue de parler d'attaquer la Russie. Ils continuent de traiter la Russie comme si c'était un ennemi. Sans armes, ils parlent d'attaques préventives contre la Russie. Oui, oui. Mais Larry, laisse-moi changer un peu de sujet pour parler de ce qui se passe avec la prochaine rencontre entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Le Washington Post a rapporté que Netanyahou allait faire pression sur le président américain pendant la réunion, car il veut attaquer l'Iran. Oui, oui. Eh bien, tu as vu, j'ai écrit un article il y a 2 jours à partir d'un titre du New York Post qui disait « L'Iran déclare la guerre aux États-Unis, à Israël et à l'Europe ». Et je me suis dit, tiens, c'est étrange. Puis en lisant vraiment l'article, c'était Pozeshkin interviewé, je ne me souviens plus par quel média, il disait en gros, écoutez, nous sommes effectivement en guerre avec Israël et les États-Unis, avec l'Occident. Nous ne cherchons pas la confrontation, mais ils nous attaquent. Il ne faisait que reconnaître la situation. Mais à la place, voilà le New York Post, qui a beaucoup soutenu les sionistes, disant « Oh, voyez, ces Iraniens déclarent la guerre contre nous, donc nous devons pouvoir les attaquer. » Donc cela a été publié 2 jours avant. C'était fait samedi. Alors tu sais, Netanyahou arrive aujourd'hui et je suis sûr qu'il va faire de son mieux pour convaincre Trump. Oui, il faut qu'on s'en prenne encore à ces Iraniens. Ils sont sérieux à ce sujet. Je pense que le New York Post a été utilisé par des sources sionistes car les éditeurs de ce journal sont très proches des Israéliens et relaient la propagande israélienne. Donc oui, ils essaient de créer une impulsion pour voir s'ils peuvent rallier Trump à leur cause. Et franchement, je ne serais pas surpris que Trump dise à Netanyahou « D'accord, on va voir ce qu'on peut faire » et qu'ils essayent à un moment donné d'attaquer à nouveau l'Iran. Sauf que cette fois, je pense que l'Iran est prêt d'une manière qu'il ne l'était pas en juin dernier. Et tu le ressens, tu le vois quand tu es ici, en Iran. Et je ne sais pas, Larry, quand il s'agit de... Il parlait du programme nucléaire de l'Iran. En ce moment, il parle des installations de missiles. Oui, oui. C'est tout simplement ridicule. Jusqu'où ils iraient, car c'est impossible. Je dirais, Larry, tu le vois dans les médias, en parlant avec des responsables. Il est difficile de croire que quoi que ce soit que Netanyahou demande puisse se produire de sitôt. S'ils vont aussi loin, nous aurons une guerre totale entre les deux. Yeah, well, that's why Iran
Oui, eh bien, c'est pour cela que l'Iran, après l'attaque, la guerre de 12 jours, du 13 au 25 juin, s'est assis et a réalisé qu'il fallait revoir ses relations avec la Russie et la Chine sous un nouveau jour. Auparavant, l'Iran hésitait à s'impliquer trop profondément sur le plan militaire avec la Russie ou la Chine. Mais ce n'est plus le cas. Je plaisante souvent en disant qu'ils accumulent des milles de fidélité, avec tous ces responsables iraniens qui font sans cesse l'aller-retour entre Moscou et Pékin. Et il ne s'agit pas seulement de personnes du ministère des Affaires étrangères. Il y a aussi des gens du ministère de la Défense. Vous savez, ce ne sont pas seulement une ou deux réunions. Les contacts sont fréquents. L'Iran est donc aujourd'hui, sur les plans militaires, économiques et politiques, dans une position bien plus forte qu'il ne l'était le 12 juin 2025. Et vous savez, si Israël est assez stupide pour aller de l'avant et attaquer l'Iran, en pensant qu'il va le vaincre et provoquer l'effondrement de sa société, il pourrait bien finir par subir le même sort. Parce que je pense que l'Iran est désormais dans une position bien plus solide pour riposter. Et vous suivez les médias israéliens. Ils parlent de ce qui se passerait après le gouvernement de Netanyahou. Il semble que Netanyahou va être, vous savez, d'une certaine manière... Enfin, je ne sais pas à quel point il est possible que quelqu'un en Israël remplace Netanyahou. Car après tout, quelle influence cela aurait-il, compte tenu de la politique étrangère d'Israël? Eh bien, je ne vois pas vraiment. S'il se débarrasse de Netanyahou, il est très doué pour savoir comment manipuler l'opinion américaine et obtenir le soutien des États-Unis. Mais en ce qui concerne les politiques qu'il mène, la majorité des Israéliens les soutient. Donc ce n'est pas comme si Netanyahou imposait une politique que la plupart des Israéliens rejettent. C'est tout le contraire. Ils y adhèrent. Ils n'aiment peut-être pas Netanyahou personnellement et il est corrompu. Mais si Netanyahou part, je ne vois pas Israël changer de cap du tout. Mais après tout, tu te souviens de la guerre de 12 jours. Elle a été si courte. Beaucoup de gens quittaient Israël, ce qui n'était pas le cas ici en Iran, d'ailleurs. Oui. Donc dans un pays de 91 millions d'habitants, ils ne partent pas. Ils se rassemblent d'une certaine manière de l'intérieur. Et tu vois en Israël des gens partir, tu sais, vers Chypre et d'autres pays. Donc, tu vois, ça n'a pas de sens. Oui, eh bien, je ne sais pas combien, tu vois, sont réellement partis à cette période. Je ne sais pas si certains sont revenus ou s'ils continuent de quitter Israël. La menace de guerre, tu sais, pourrait être une incitation pour certains. Le problème, c'est qu'il y a ces colons qui continuent d'essayer de voler des terres aux Palestiniens. Et tu sais, dans les dernières actions du mois passé, le gouvernement israélien autorisait et approuvait encore plus de vols. Ils sont comme des sauterelles voraces. Ils ne cessent de consommer, détruire. Et malheureusement pour les Palestiniens, même s'ils reçoivent quelques paroles de soutien de la part de nombreux pays, il n'y a eu aucune action internationale concertée pour tenter d'arrêter Israël.